Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à la Corée du Sud. Bienvenue à ceux qui arrivent sur cette chaîne pour cette première vidéo. Je me présente Mathieu et je fais des vidéos sur la Corée. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle série de vidéos dans laquelle on va parler de l'évolution de comment la Corée du Sud a grandi au travers de l'histoire de ses présidents. Plongeons-nous donc au plus profond des fondations de la Corée du Sud et commençons en faisant un énorme retour en arrière. Allons en 1948. Un certain Lee Sung-man vient d'être élu premier président de la Corée du Sud. Mais qui est-il? Comment a-t-il fait pour être président? Que va-t-il faire pour cette nouvelle nation, sa nation? Lee Sung-man est né à Haeju, dans le nord de la Corée, dans une Corée plus ou moins libre. On va pas trop s'attarder sur sa jeunesse. Et avançons jusqu'à 1890. À cette période-là, la Corée est plus ou moins sous l'emprise de la Chine. Et en 1995, le Japon, dans le cadre de la guerre entre le Japon et la Chine, va mettre la main sur la Corée. Évidemment, comme vous le savez, il y a eu l'annexion de la Corée du Sud par le Japon entre 1910 et 1945, mais déjà bien avant, le Japon contrôlait et prenait de plus en plus de pouvoir sur la Corée du Sud. Et ça, Lee Sung-man n'était pas favorable et il a rejoint plusieurs complots visant à faire chuter les personnes au pouvoir. C'est dans le cadre de l'une de ses actions, en 1898, qu'il se retrouve condamné à de la prison à vie. Cependant, dans le cadre de la guerre opposant ce qui est maintenant la Russie au Japon, il se fait libérer par l'Empire russe. Et suite à sa libération, il se rend aux États-Unis, là où il décrochera plusieurs diplômes, notamment un master à Harvard et un doctorat à Princeton. Une fois ses précieux diplômes en main, il retourne en Corée en 1910, au début de l'annexation de la Corée par le Japon. Il rejoint les rangs de la religion catholique et c'est en 1912 qu'il retournera aux États-Unis. Très peu de temps après, il rejoindra Hawaï, un de ses amis indépendantistes, afin de lutter pour l'indépendance de la Corée. Et c'est à Hawaï, grâce à ses prestigieux diplômes, qu'il va réussir à commencer à étendre de plus en plus son influence. Et commençons donc notre analyse afin de savoir qui est vraiment Lee Sung-man. Permettez-moi de faire une petite parenthèse dans le cadre de la vidéo. Au niveau de la structure, à partir de maintenant, ça ne sera pas un déroulé chronologique très respecté. Il y aura des petits bonds en avant et des retours en arrière. Évidemment, je donnerai les dates quand cela est nécessaire. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que ce soit vraiment un déroulé chronologique dans le bon ordre. Et je pourrais adapter pour la prochaine vidéo sur le président numéro 2 de la Corée du Sud. Lee Sung-man est quelqu'un de très intelligent et on le verra par la suite, notamment d'un point de vue relations diplomatiques, gestion de problèmes. Il est vraiment très doué. Cependant, malgré ses diplômes, ce n'est pas quelqu'un de studieux et même plutôt quelqu'un de chanceux. En effet, d'un point de vue de ses études, qui lui ont permis de gagner énormément en influence, et on en reparlera très rapidement, Lee Sung-man était en état d'échec total. Cependant, Princeton était intéressé pour avoir quelqu'un diplômé de son école qui retournerait en Corée afin que l'école puisse se valoriser. L'école de Princeton lui a donc dit « Nous vous desservirons un diplôme, il vous faut le master par contre pour avoir le doctorat ». Il était à ce moment-là en train d'étudier à Harvard et en gros il aura plus ou moins dit Princeton va me donner un doctorat donc s'il vous plaît donnez-moi le master, alors qu'il était en échec et eux en gros ils ont répondu fais un semestre de plus et on s'arrange. Et ces diplômes normalement réservés à des gens très intelligents vont lui ouvrir énormément de portes. Comme je vous l'ai dit, après avoir obtenu ce diplôme, il retourne en Corée, puis il repart aux États-Unis dans un contexte religieux et ensuite va rejoindre des indépendantistes à Hawaï afin d'aider
la Corée à redevenir indépendante. Et une fois là-bas, il va avoir énormément de postes qui lui sont offerts. Il va notamment devenir ministre des Affaires étrangères et premier ministre du gouvernement provisoire. Il n'y avait pas encore de président du gouvernement provisoire à cette période-là parce que le gouvernement n'était pas reconnu. Et c'est justement avec ces quelques pouvoirs qui sont très importants qu'il réussit à faire déclarer l'indépendance de la Corée aux dirigeants de la Peace Conference. Ainsi, en décembre 1920, il devient le premier président du gouvernement provisoire de Corée à Shanghai. Donc là, tu te dis que le mec, il pèse plutôt dans le game, hein. Premier président du gouvernement provisoire de Corée et premier président de la Corée du Sud. Il a quand même des petites qualités d'un point de vue politique et diplomatie. Ça, c'est indéniable. Mais est-ce que ça fait de lui un bon leader? Non, pas forcément. En effet, en 1925, il sera destitué de ce poste de président du gouvernement provisoire de Corée à Shanghai pour abus de pouvoir. Et Zepad, j'ai envie de vous spoiler, mais il se fera aussi virer, ou plutôt il sera démissionnaire, mais très fortement poussé, du poste de président de Corée du Sud. Et pourtant, dans les deux cas, c'était plutôt prévisible de savoir que le In Sung-man, il n'était pas très clean. On parlera un peu plus tard du cas où il était président de la Corée du Sud, mais déjà là, en tant que président du gouvernement provisoire, il avait déjà un certain passif. Je vous ai dit qu'il s'est rendu à Hawaï en 1913 pour rejoindre un de ses amis indépendantistes et que là-bas, il a étendu son influence. Il l'a tellement étendu, il a rassemblé énormément de personnes qui le soutenaient et il en est même arrivé à un point où il a dit « Écoutez, vous me suivez, faites ce que je vous dis et posez pas de questions. » Ça, évidemment, tu sais que ça arrive à une dérive. Détournement de fonds, violence, voire meurtre sur des personnes qui ne le suivaient pas. Il a entamé vraiment toutes les pratiques d'un gangster plus que d'un fin diplomate qui souhaite la paix et la réussite de son pays. Mais comme je vous l'ai dit, In Sung-man est vraiment très intelligent et sait se débrouiller dès qu'il fait face à une situation compliquée. Pour vous donner quelques exemples, lorsqu'il était à Hawaï, il faisait des prêts qu'il utilisait l'argent juste pour lui, au nom de la communauté coréenne présente et laissait toute la communauté coréenne rembourser le prêt. Et ce qui est probablement le pire, c'est dans la lutte avec d'autres groupes indépendantistes coréens, donc des personnes qui étaient dans le même camp, juste ils ne pensaient pas forcément tout comme lui. Comme je vous l'ai dit, il y avait des violences, parfois même ça allait jusqu'au meurtre, et si les groupes étaient un petit peu trop forts, alors In Sung-man contactait les autorités américaines en leur disant « Oh attention, ces personnes-là sont pro-japonaises et se préparent à combattre pour le Japon de l'intérieur si jamais le Japon attaque les États-Unis. » Évidemment, les autorités américaines arrêtaient ces personnes. Alors, quelles sont donc les plus grandes qualités d'In Sung-man? Pour moi, In Sung-man est vraiment doté d'une énorme détermination. Je dirais que c'est aussi un gros défaut parce que sa détermination repose sur l'attrait du pouvoir et de l'argent. Cependant, ça lui permet de toujours, ou quasiment toujours, se sortir des situations complexes dans lesquelles il se trouve. Une deuxième très grande qualité, comme je le disais, très bon en relations diplomatiques et en stratégie diplomatique. Et c'est d'ailleurs In Sung-man qui réussira à rencontrer le président Roosevelt afin que ce dernier fasse officiellement approuver l'existence du gouvernement provisoire coréen dans les instances internationales. Cependant, certaines sources, certains documentaires, donc, lors de mes recherches, vont décrire In Sung-man non pas comme un leader, mais comme un suiveur. En effet, à de nombreuses reprises, il prendra le parti des personnes qui ont de l'influence, probablement pour essayer de bien se faire voir, on ne le sait pas trop. Par exemple, il rejoint le catholicisme en Corée parce que des sectes américaines souhaitent étendre leur influence en Corée et, de par ses études et ses diplômes, avoir In Sung-man dans leur rang leur donnait une certaine légitimité. Aussi, avant de rejoindre son ami indépendantiste à Hawaï en 1913,
Lee Sung-man avait écrit plusieurs articles expliquant que oui, l'occupation de la Corée par le Japon n'est pas forcément si mal que ça. Nous sommes désormais en 1945. Le Japon a perdu et la Corée est séparée en deux au niveau du 38e parallèle. Au nord se trouve l'URSS, au sud l'ONU. Nous reviendrons dans une autre vidéo sur pourquoi cette division, pourquoi cette répartition au nord l'URSS et au sud l'ONU. C'est vraiment un sujet complet que je traiterai dans une prochaine vidéo. Cependant, Lee Sung-man se trouve toujours aux États-Unis et l'administration américaine refuse que ce dernier se rende en Corée du Sud. Cependant, Lee Sung-man est très proche de Douglas MacArthur, un général très important dans la guerre du Pacifique. Et pour se rendre aux États-Unis, il est supposé que Lee Sung-man ait proposé à l'agent Preston Goodfellow, en échange d'un passeport, de le récompenser avec des concessions commerciales gratuites s'il devient président de la Corée du Sud. C'est ainsi que, muni d'un passeport, il s'envole dans l'avion du général MacArthur, tout droit en direction de la Corée du Sud. Il ne s'est pas rendu dans son pays depuis 1912 et nous sommes maintenant en 1945. Lee Sung-man est connu sur la scène internationale, mais d'un point de vue local, beaucoup moins, notamment chez les résistants, puisqu'il n'a pas pu faire grand-chose. Cependant, au vu de ses diplômes et de sa reconnaissance au niveau international et de ses relations, de ses très bonnes relations, Lee Sung-man va diriger de très importantes institutions. Il est par exemple président du Bureau pour la réunification. De leur côté, les indépendantistes coréens et les rebelles durant l'occupation japonaise ne s'entendent pas entre eux et perdent un temps précieux à se chamailler. Le fait que ces indépendantistes se chamaillent ne va pas être le seul avantage pour Lee Sung-man. Ce dernier est le seul qui est bilingue. Et pour les États-Unis, il est très important d'avoir un intermédiaire bilingue. C'est beaucoup plus simple pour eux que de former quelqu'un à la langue anglaise. Lee Sung-man est né en Corée, a vécu en Corée, il a vécu aux États-Unis, il parle anglais. Il peut donc faire un très bon pont entre les deux pays. C'est donc Lee Sung-man que le gouvernement militaire actuellement en place va décider de soutenir pour les prochaines élections. Et ce support sera très décisif. En effet, comme le dit l'historien Max Hastings, dans une société asiatique où la politique est souvent dominée par un désir instinctif de se rallier à la force la plus forte, le soutien du gouvernement militaire à Lee Sung-man a été l'un des facteurs les plus importants à son ascension au pouvoir. Il faut savoir que ce choix a vraiment été celui fait par défaut par les États-Unis, qui considèrent Lee Sung-man comme dangereusement imprévisible. Par conviction personnelle ou alors pour suivre la tendance des Américains, à ce moment-là, Lee Sung-man est profondément anti-communiste. Ce dernier est anticommuniste à tel point qu'il va refuser de se rendre aux réunions US-Soviet Cooperation Committee ainsi qu'aux négociations avec la Corée du Nord sous prétexte que toutes ces personnes-là sont des communistes. Évidemment, n'allant pas aux négociations, cela se négocie plutôt mal et à la suite de l'échec des négociations, Lee Sung-man décide qu'il est temps que le gouvernement de Corée soit établi et part aux États-Unis afin que son plan soit soutenu et approuvé. En 1947, l'ONU accepte et déclare l'indépendance de la Corée et établit le United Nations Temporary Commission on Korea. Comprenez donc que c'est la dernière étape pour la création de la Corée du Sud. S'ensuit tout un nombre de différentes formalités
l'Assemblée constitutionnelle est créée et vote pour son représentant en mai 1948, In Sung-man est élu. Cependant, In Sung-man est très doué, je vous l'ai dit, il est doué en diplomatie, mais aussi très doué pour la création de lois et la réflexion des lois. Il déclare alors que le président doit être élu par l'Assemblée nationale. Et c'est le 17 juillet 1948 que la constitution coréenne est adoptée. Ce sera 3 jours plus tard que In Sung-man devient le premier président de la Corée du Sud. Il récolte alors 92,3% des voix. Le reste va à Kim Gu, qui était d'ailleurs, lui aussi, déjà présent sur la scène internationale. Au même moment, l'URSS apprécie pas trop ce déroulement et va décider de créer la République démocratique de Corée, aka la Corée du Nord. Mais tout ça, on y reviendra dans la vidéo dont je vous ai parlé plus tard, une vidéo qui sera vraiment dédiée à la séparation Corée du Nord, Corée du Sud, ainsi que la guerre entre 50 et 53. Cependant, nous parlerons tout de même un petit peu de la guerre et de la façon dont In Sung-man l'a gérée dans la prochaine vidéo dédiée à In Sung-man. En Corée du Sud, en tout cas, à la suite de l'élection de In Sung-man, ça va commencer à mal se passer, vraiment mal se passer. Quand on se renseigne sur l'histoire coréenne, il est dit que la Corée du Sud a été sous dictature pendant 17 ans, sous le régime de Park Geun-hye. Mais In Sung-man n'était pas forcément très loin de la dictature non plus. Dès le début de son mandat, il se met à sanctionner ses opposants politiques avec de nombreuses arrestations et des meurtres. La gestion du pays par In Sung-man est le sujet de la prochaine vidéo. En attendant qu'elle soit disponible très prochainement, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner ainsi qu'à abonner la petite cloche afin de recevoir la notification pour ne pas manquer la seconde partie. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et à bientôt.